Voilà, donc merci effectivement David pour cette synthèse sur la classification de ces mastocytoses. C'est pas toujours évident. Et donc moi, je vais vous illustrer cette case très particulière des mastocytoses associées aux hémopathies. Donc pour illustrer cette thématique, je vais vous faire défiler un petit cas clinique. J'ai eu l'occasion effectivement de participer à la discussion thérapeutique. C'est un patient qui avait diagnostiqué Laurence de Tourminy à Roubaix. Un patient qui a 66 ans. Et effectivement, il est adressé en consultation d'hématologie pour anémie, hyperleucocytose et une altération de l'état général. Dans les antécédents, si on reprend, il avait été opéré en 2012 d'une appendicectomie, ça s'était bien passé. Il avait été pris en charge par la suite pour un adénocarcinome colique en 2019. Traité par chirurgie, et ça s'était bien passé. Puis d'un point de vue médical, il avait un diabète de type 2, une hypertension artérielle. Ce qui est un petit peu plus curieux, c'est qu'alors qu'il avait eu ces chirurgies auparavant sans aucun problème, c'est qu'il fait une réaction anaphylactique au curare, grade 3, en septembre 2020, au cours d'une anesthésie générale. Donc voilà l'hémogramme quand Laurence de Tourminy le voit pour la première fois. Donc, on voit qu'il a cette hyperleucocytose qui est associée à une monocytose à 2300, une myélémie. Il a, sur ce premier examen, déjà une tendance à l'anémie avec un taux d'hémoglobine à 10,4. Et puis, il a la quête plutôt confortable à 490. On lui fait son phénotypage monocytaire qui évoque effectivement une anomalie de répartition qui peut rentrer dans le cadre d'une LMMC, mais ce n'est pas suffisant pour faire le diagnostic. Donc, le patient, par la suite, pardon, voilà, il a son myélogramme qui ne retrouve pas d'excès de blast, retrouve une moelle très riche, donc on est bien dans le cadre d'un syndrome myélodysplasique myéloprolifératif. On note déjà un excès de monocytes. Il y a la dysgranulopoïèse qui nous oriente vers le syndrome myélodysplasique. Et déjà, le cytologiste repère des mastocytes fusiformes. Une BOM est réalisée, donc la BOM confirme l'hyperplasie granuleuse, la dystrophie mégakaryocytaire et évoque effectivement une LMMC, plutôt sur une forme myéloproliférative associée à une fibrose de grade 1. Et effectivement, là, on a des signes en faveur d'une infiltration mastocytaire, une mastocytose systémique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le profil moléculaire qui est assez impressionnant et illustratif, où effectivement, au milieu de tout ça, on retrouve la mutation c-KIT. Cette fois, on n'a pas eu besoin, vu l'infiltration médulaire, de passer par des techniques plus sensibles. La biologie moléculaire faite par le laboratoire de Claude Prodhomme a mis en évidence la mutation c-KIT. Et avec tous ces éléments, si effectivement on retournait au dossier et au dosage de la tryptase, celle-ci était augmentée. Donc, à ce moment-là, on l'a classée comme une LMMC associée à une mastocytose. Compte tenu de ses caractéristiques hématologiques, on a envisagé d'essayer de réaliser une allogreffe, donc, alors que le patient n'avait pas de fratrie compatible, mais avec un donneur phénoidentique 10 dixième, qui a été un peu décalé entre le diagnostic et la réalisation de cette allogreffe. Il s'est passé un peu plus d'un an. C'est vrai que le patient n'était pas en bon état général, il avait quand même des comorbidités, il avait eu ses chirurgies récemment. Et donc, toute la question, c'était comment faire pour essayer d'améliorer la situation hématologique pour l'amener à ce projet d'allogreffe. Donc, à ce moment-là, c'était il y a 2 ans, on avait décidé de le traiter par midostaurin, avec très rapidement un patient qui s'améliore sur l'état général. Et puis surtout, là, je vous mets l'hémogramme lorsqu'il arrive à l'allogreffe, un patient qui est en rémission complète, en tout cas sur les données de l'hémogramme. À ce moment-là, il n'y a plus la monocytose, il n'y a plus la myélémie. Alors, de quoi, effectivement, parle-t-on lorsque on discute de ces associations d'hémopathie et de mastocytose, donc ces fameux MS-AHN? En fait, on parle d'une situation clinique qui est extrêmement rare dans le champ de la mastocytose.
Alors, il n'y a pas beaucoup de publications épidémiologiques. Je vous en cite une qui est danoise, je crois, en tout cas scandinave, ça j'en suis sûr, qui, sur une dizaine d'années, de 97 à 2020, avait répertorié toutes les mastocytoses diagnostiquées. Et cette entité associée aux hémopathies, elle est vraiment extrêmement rare. C'est 4,4% de la population de leur cohorte. Et par contre, au sein des formes agressives, que ce soit les mastocytoses agressives ou des leucémies à mastocytes, c'est la forme la plus fréquente. Mais toutes ces entités agressives de mastocytose, on disait classiquement 10%, c'est probablement un petit peu moins des mastocytes. Globalement, ça doit être 5% des mastocytoses. Donc, on est vraiment sur une population qui est vraiment très, très rare dans notre pratique. Et c'est vrai que si on a 1 ou 2 diagnostics par an ici à Lille, c'est vraiment le grand maximum. Alors, il y a quelques petites différences cliniques quand même sur ces présentations agressives. Ce sont les patients qui sont un petit peu plus âgés que la cohorte générale. Ils ont 59 ans alors que leur cohorte est à 49 ans. Dans cette cohorte-là, il y a un petit peu plus de femmes, ce qui est un petit peu étonnant en hématologie. Dès qu'on parle d'hémopathie clonale, on a plutôt une surreprésentation des hommes. Alors, je ne sais pas si ça se retrouve dans toutes les enquêtes épidémiologiques. Et on voit très bien qu'ils ont une mortalité quand même qui est déjà de plus d'un tiers à l'issue de leur follow-up. Voilà les petites caractéristiques que je voulais vous montrer. Alors effectivement, David vous l'a bien expliqué, hein, ce sont tout de suite des formes qui sont de mauvais pronostics. Alors, il n'a pas parlé, il n'a peut-être pas vu, mais il y a encore pire que les mastocytoses associées aux hémopathies, il y a les leucémies à mastocytes. Alors là, c'est catastrophique. Bon, c'était une série qui était faite avant l'arrivée des thérapies ciblées. Voilà, alors, au sein de ces mastocytoses associées aux hémopathies, forcément, on peut distinguer 2 groupes. Le plus fréquent, c'est les mastocytoses associées à des hémopathies myéloïdes. Et donc, on va retrouver là, classiquement comme sur le cas clinique, les LMNC, d'autres formes associées à des syndromes myéloprolifératifs ou d'autres formes associées à des syndromes myélodysplasiques hors LMNC, puis de façon beaucoup plus rare, des mastocytoses associées à des leucémies aiguës myéloblastiques. Il y a eu un cas cette année, en début d'année, sur l'île, où ça reste des entités extrêmement rares. Les pathologies lymphoïdes, elles sont un peu moins bien décrites, elles sont déjà aussi beaucoup plus rares, c'est 10 à 20% selon les données épidémiologiques. On va retrouver là un grand fourre-tout de syndrome lymphoprolifératif. J'ai encore revu, là, il n'y a pas longtemps, un patient que je suis avec David pour une maladie de Waldenström associée à une mastocytose, un patient qui avait reçu de la leustatine dans le cadre de sa mastocytose, mais ça reste rare. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de données sur les sous-types histologiques des LNH. Ce qui est peut-être un petit peu plus discutable, ce sont les mastocytoses associées aux gammapathies monoclonales. Est-ce que réellement il y a un lien physiopathologique vu la fréquence de ces gammapathies? Enfin, en tout cas, elles sont classées là quand on parle de mastocytose. Alors, il y a quelques différences pronostiques au sein de ces mastocytoses associées aux hémopathies. Il semblerait que quand ce soit associé à un syndrome myéloprolifératif, le pronostic soit un petit peu meilleur que celles qui sont associées à ces LMMC ou ces syndromes myélodysplasiques. Et là encore, des données qui étaient étudiées avant l'arrivée des thérapies ciblées. Pour ce qui est des mastocytoses associées aux hémopathies lymphoïdes, là encore, on n'a pas beaucoup d'informations. Gandhi Damash, notre collègue de Caen, avait repris une série qui décrivait 11 patients atteints d'hémopathie lymphoïde et il avait regardé un peu le profil clinique en les comparant aux mastocytoses associées aux hémopathies myéloïdes. Il y avait quelques petites différences cliniques. Les patients qui avaient des hémopathies lymphoïdes étaient un petit peu plus jeunes dans cette cohorte. Ils avaient peut-être un petit peu plus souvent d'atteintes cutanées par rapport aux formes myéloïdes.
Par contre, c'est des formes qui sont beaucoup moins agressives lorsqu'on parle des hémopathies lymphoïdes, visiblement beaucoup moins fréquemment retrouver des signes C. En termes de symptômes de dégranulation, il n'y avait aucune différence dans ces deux entités. Et puis, les formes associées aux hémopathies myéloïdes avaient plus fréquemment une splénomégalie et de l'acide. De façon un peu curieuse et contre-intuitive, l'infiltration ganglionnaire était exactement la même dans les deux catégories. Et donc, ça, c'est vrai, dans toutes les mastocytoses, on peut avoir une infiltration ganglionnaire. En tout cas, il n'y avait pas de différence entre ces deux présentations. Et les patients associés avec des hémopathies lymphoïdes avaient peut-être un petit peu plus fréquemment une atteinte osseuse, ostéoporétique ou ostéopénique. Sur les données de l'hémogramme, il n'y avait strictement aucune différence. Par contre, c'est des patients qui avaient une tryptase un petit peu moins élevée que dans le groupe myéloïde. Aucune différence sur l'incidence de cette mutation D816, on la retrouve dans ces deux entités. Ce qui est par contre différent, ce sont les mutations associées qu'on ne retrouve pas dans les populations lymphoïdes et que l'on va retrouver, que je vais vous détailler, dans les populations myéloïdes. Et Gandhi Damage avait montré d'ailleurs sur cette cohorte que lorsqu'on retrouvait la mutation ASXL1, bien tout de suite, le pronostic de ces patients devenait beaucoup plus catastrophique. Alors, quels sont les types de mutations qu'on va retrouver associées à ces hémopathies myéloïdes? Si on regarde sur un panel de à peu près 40 patients, on va retrouver TET2, on va retrouver SRSF2, on va retrouver RUNX1, SXL1, CDL, JAK2, CARAS, ZH2. Quand on est un peu familier avec les syndromes myélodysplasiques ou les hémopathies myéloïdes, c'est quelque chose qui peut nous parler. Et effectivement, si on regarde notre patient, eh bien, on retrouve exactement ce qui est décrit dans la littérature. On va retrouver du TET2, du SRSF2, de la voie RAS, du JAK2, de ZH2, du SXL. Donc, on ne s'était pas trop trompé dans notre diagnostic et notre évaluation. Ce qui est intéressant, c'est que ces mutations n'ont pas toutes la même valeur pronostique. TET2, par exemple, n'apporte pas grand-chose pour la gestion du patient. Ce qui semble le plus intéressant, c'est d'étudier spécifiquement SRSF2, ASXL1 ou RUNX1 avec un score pronostic qui est extrêmement simple. Rien que sur ces trois mutations, si vous avez 0 mutation, tout se passe bien. Si vous avez une mutation, vous commencez déjà un petit peu à devenir de mauvais pronostics avec une médiane de survie qui est à 4 ans. Et si vous avez 2 ou plus mutations associées, alors là, votre médiane de survie, elle passe à quasiment un petit peu plus de 2 ans. Donc, il y a énormément de mutations qui peuvent être additionnelles. Elles n'ont pas toutes la même valeur. Il faut savoir les repérer. Et donc, nous, notre patient, il avait 2 de ces mutations, ASXL1, SRSF2. Donc, on avait là aussi, je pense, eu raison de vouloir indiquer une allogreffe pour ce patient. Est-ce qu'il y a un autre moyen de repérer les patients de mauvais pronostic? Vous savez qu'en hématologie, on s'attache beaucoup à l'étude du karyotype médulaire, et donc il y a des équipes qui ont essayé de voir si le karyotype médulaire avait un impact. Et donc, juste pour vous montrer cette étude de 2018 sur un peu plus de 80 patients, finalement, avoir un karyotype anormal, karyotype aberrant, on le retrouve dans 20% de la population. Et finalement, il n'y a aucune différence sur la présentation clinique du patient lorsque vous avez un karyotype anormal, aucune différence sur la démographie, aucune différence sur les paramètres hématologiques, sur les signes C que vous avez évoqué, David, que ce soit sur les signes D, aucune différence sur le dosage de tryptase lorsque on étudie ces différentes populations. Est-ce que est-ce qu'il y a un impact pronostic de ces anomalies karyotypiques? Oui, lorsque votre anomalie karyotypique est classée en risque élevé, donc poor risk karyotype. Donc là, ça, c'est une constante en hématologie. Une monosomie 7, quelles que soient vos mutations associées, restera une monosomie 7, vous êtes de mauvais pronostics.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un karyotype qui est normal, c'est la biologie moléculaire et la présence de ces mutations qui va vous requalifier en mauvais ou bon pronostic. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un karyotype normal ou dit de bon pronostic. Il faut vraiment, pour ces patients-là, regarder les mutations associées. Et donc, si on suit un peu le parcours de notre patient, malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes, puisque un peu plus d'un an après sa greffe, on sait qu'il a réversé son chimérisme. Il est maintenant redevenu majoritairement receveur. On pouvait s'en douter un tout petit peu, parce que lors d'une évaluation qu'on avait faite à un an de son allogreffe, on avait déjà retrouvé la présence de mutations. On retrouve JAK2, SRSF2, TET2, alors à des faibles VRF, hein, mais déjà ça pouvait dire que il avait un chimérisme qui était partiel. Et malheureusement, ça, ce sont les dernières nouvelles la semaine dernière. Voilà son hémogramme. Et on retrouve exactement la même chose qu'au mois de mars 2020. On retrouve la monosomie, la myélémie. Et voilà, il va sûrement y avoir toute une discussion sur la possibilité de refaire une deuxième allogreffe. On peut même déjà, pourquoi pas, lancer une discussion sur qu'est-ce qu'on va mettre en place comme traitement pour essayer d'attendre et d'évaluer cette possibilité d'une deuxième allogreffe. La midostaurin avait bien marché il y a 2 ans. Est-ce qu'on repart là-dessus? Est-ce qu'on essaye de l'avapritinib? Je poserai la question à Julien pour voir un peu ce qu'il en pense. Donc, avec cette présentation, j'espère vous avoir montré que c'était des pathologies extrêmement rares, mais il ne faut pas les louper compte tenu du pronostic engagé de ces patients. C'est assez hétérogène quand même sur le plan clinique, biologique, pronostic. Une constante quand même, c'est que ce sont quand même ces hémopathies associées à les mastocytoses des patients qui sont altérés, quand même très fréquemment. Avec ces signes constitutionnels, bien sûr, la présence de syndrome tumoral, de cytopénie, d'allergie anaphylaxie, comme pour notre patient, doivent quand même alerter sur la possibilité d'une mastocytose sous-jacente. On voit bien que c'est vraiment le groupe des LMMC qui l'emporte. D'ailleurs, il y a même certains auteurs qui préconisent, devant un diagnostic de LMMC, de faire un taux de tryptase de façon un peu systématique pour essayer de s'orienter et de deviner s'il y a une composante mastocytaire derrière tout ça. Effectivement, David, pour ces patients-là, je ferai des BOM, je te le promets, mais pas pour les autres. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter à la BOM, il faut bien sûr le myélogramme, le karyotype, la biologie moléculaire, parce qu'on voit que ces mutations additionnelles sont fréquentes, séquentielles, additionnelles, comme dans n'importe quelle hématopoïèse clonale. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de participer à la discussion après.